Nous avons tellement de choses à voir et à visiter dans la MRC. C'est pour ça que dans cet épisode, on vous donne quelques idées des incontournables. On commence à Girardville, où vous aurez la chance d'en apprendre un peu plus sur Aventurade, le parc Mahican, et c'est Gilles Granal qui nous en parle. Ensuite, on se déplace à Saint-Thomas-Didyme pour vous présenter la coop l'Acadgym avec Doris Villeneuve, et on termine le tout à la chocolaterie des Pères Trappistes présentée par Dominique Genin. Si vous avez hâte, eh bien nous aussi, alors restez à l'écoute pour ce 12e épisode de J'achète local, Maria Chapdelaine. Donc moi c'est Gilles Granal, à Aventurade et le parc Mahican, centre d'observation des loups, à Girardville. En fait on est une base d'éco-aventure 4 saisons, dont on a 2 styles de service. D'un côté les activités d'aventure, avec l'été le canot, les services de navette, location de canot, kayak, randonnée, et ainsi de suite. Et l'hiver, traîneau HM, motoneige. Et puis de l'autre côté, le centre d'observation des loups, le parc Mahican. Donc ça c'est un centre pour démystifier les loups. Et puis les observer avec un comportement le plus naturel possible, puisque c'est certainement un des plus gros parcs qui existent, puisqu'il y a 40 loups, 3 très grands enclos, et surtout la particularité qu'il a par rapport à d'autres parcs animaliers dans le monde, c'est qu'il a très peu de visiteurs en même temps. On parlait des activités avec le parc à loups, en fait, on reçoit la majorité des personnes qu'on reçoit, c'est pas en visite libre. Par exemple, si on regarde un bel endroit avec des animaux comme le zoo à Saint-Félicien, où on y va, on passe la journée, 1 heure ou 2, ou la journée, parce que c'est quand même beaucoup de choses à faire. Nous, la majorité des gens qui viennent voir les loups dorment sur place. Parce qu'en fait, on a des écologes sur place, parce que l'objectif, c'est pas juste de voir les loups, c'est de voir les loups avec un comportement le plus naturel possible. Si on regarde aujourd'hui, il fait très beau, on a des grands enclos, les loups vont se tenir dans le bois, à l'ombre, ainsi de suite. Par contre, quand on longe sur place, le soir, le matin, éventuellement dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui est difficile à décrire. C'est pour ça qu'en fait, on privilégie au niveau du parc à loups les gens qui passent plus de temps, parce qu'on trouve que c'est plus intéressant. Quelqu'un qui vient passer 2 heures, par exemple aujourd'hui où il fait très chaud, c'est moins intéressant que si tu arrives en fin d'après-midi, que tu dors sur place, que tu... Alors on continue à recevoir des visites libres, parce qu'on ne veut pas... donner l'impression qu'il faut venir passer une nuit pour venir voir les loups, là, mais on trouve ça moins intéressant. Là. Et de toute façon, il faut réserver. C'est-à-dire, on n'est pas comme au zoo, ouvert de telle heure à telle heure avec un guichet, où il y a quelqu'un qui attend les personnes. Il faut réserver parce qu'en fait, on amène chaque personne, même s'ils ne font pas de visites guidées, même s'ils ne font pas de visites de conférences, parce qu'on fait des visites de conférences aussi. Là, il faut venir sur place, on les amène pour expliquer un minimum comment est le parc, on amène chacun de façon individuelle. C'est pour ça qu'on demande qu'il faut réserver, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un disponible pour pouvoir amener les personnes. Et venir dormir sur place, c'est sûr que c'est une expérience qui est difficile à décrire. Quand les loups hurlent la nuit, quand tu es juste à côté, quand tu vois, c'est quelque chose d'un peu particulier. Les actions éco-responsables, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Là. En fait, c'est de prendre en compte, d'avoir le moins d'impact sur l'environnement qui nous tourne. Donc du coup, nous, on fait partie d'Aventure Écotourisme Québec, donc qui est l'association des producteurs en tourisme d'aventure. Et ce qu'on nous demande dans les critères d'admissibilité, c'est d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Donc le moins d'impact sur l'environnement, c'est aussi sur les personnes sur place. Et donc c'est pas que l'environnement, c'est aussi d'avoir un impact sur la localité, c'est-à-dire en termes d'achat, d'aménagement, ainsi de suite. Donc ça serait un peu long à donner toutes les actions qu'on fait, parce qu'en fait c'est plus une manière d'agir dans chaque action que de trucs ponctuels. En fait, si on regarde si on parle au niveau de la gestion des animaux, il peut y en avoir plusieurs. Donc, nous, on a 70 chiens de traîneau là. Sur les 70 chiens, il y en a à peu près au moins 30 qui viennent d'ailleurs, de refuges. Bon, on en connaît plusieurs dans la région, de personnes qui nous ont amenés parce qu'ils ne pouvaient plus s'en occuper. En fait. Quand on parle de développement responsable, plutôt que d'avoir des chiots à chaque année pour remplacer, parce qu'en fait, comme expliqué, nous, nos chiens, on les garde tout le temps. À partir d'un moment où un chiot naît chez nous, ou un chien arrive chez nous, il va y rester toute sa vie. Même s'il a passé sa vie utile, entre parenthèses, c'est-à-dire quand il peut plus ou quand il a plus envie de travailler, nous, les chiens passent à la retraite. Mais donc, on va pas se débarrasser d'un chien juste parce qu'il travaille plus là. On va pas se débarrasser d'un chien juste parce qu'il est malade. On va pas laisser souffrir un animal, mais on fait pas ce qu'on appelle de l'euthanasie de convenance. C'est-à-dire on va pas éliminer un animal juste parce qu'il paraît pas bien, parce qu'il est vieux, parce qu'il a perdu ses poids, parce qu'il a du mal à marcher. Donc les gars ont tout le temps. Et on a fait le choix je dois avoir une trentaine de chiens, je disais 20, 25 ou 30, il faudrait que je fasse des comptes exacts, de chiens qui viennent d'ailleurs, parce que c'est une manière de redonner une vie à un chien qui
qui auraient pu ne pas en avoir. Ça fait aussi partie, j'allais dire qu'on parlait de comportement éco-responsable, ça en fait partie. Plutôt que d'avoir des chiots à chaque année, une fois qu'ils ne travaillent plus, ben, ça en aberre assez pour qu'il y en ait d'autres. Alors c'est sûr que c'est un coût en termes d'entreprise, mais ça c'est un choix au niveau de fonctionnel. Et c'est la même chose avec les loups. On a une meute où les loups ont 12 ans, où certains là-dedans, il y a une loup qui est un peu... qui est malade. C'est pas une maladie où elle souffre, mais une maladie qui fait qu'elle a perdu ses poils, elle a un aspect physique qui est moins intéressant. Là. Mais nous, l'objectif au niveau du parc, c'est pas de montrer un animal par rapport à l'imaginaire des personnes, c'est de montrer des animaux d'un comportement le plus naturel possible. Et un vieil animal, ben, c'est un vieil animal. Même si en forêt, les vieux animaux ne survivent pas parce qu'ils ont du mal à s'adapter, à survivre, en captivité, on est capable de les nourrir, s'en occuper, donc il n'y a aucune raison de se débarrasser d'un vieil animal, même s'il ne ressemble pas à l'image de ce qu'on peut avoir. L'achat local, on en a parlé pas mal, qui est un grand... le problème de l'achat local dans des petites municipalités situées au nord, là, comme Girardville et puis toutes les autres, c'est la survie de la municipalité. Là. Parce qu'à partir du moment où un commerce ferme, dont il y a une perte pour toute la population. C'est-à-dire dans l'achat local, à court terme, il est important pour la survie de l'entreprise, que ce soit l'épicerie, que ce soit un dépanneur, une station-service, un mécanicien, là. Mais c'est surtout important après au niveau de la qualité de vie. Parce qu'à partir du moment où le commerce ferme, quand il n'y a plus d'épicerie, quand il n'y a plus de restaurant, ça devient... tout coûte plus cher et une qualité de vie qui reste moindre. Sans nommer, si on regarde les villages proches de Girardville, quand nous on est arrivés il y a 30 ans, si on regarde à Notre-Dame de Lorette, il y avait un dépanneur, une station-service, il y avait un restaurant, maintenant il n'y a plus rien. Et c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes qui sont sur place, alors que c'est un magnifique petit village, c'est beaucoup plus difficile. Et ça veut dire pour quelqu'un qui n'est pas de là, venir s'y installer, ça peut être un frein aussi à redynamiser le village quand il n'y a plus de service. Dans l'achat local, à court terme, il sert l'entreprise pour laquelle tu as envie qui continue, et puis après ça te servira à toi, parce que ça veut dire que ça va améliorer de beaucoup et ta qualité de vie, et même le coût. Parce que quand on en parlait tout à l'heure, quand tu n'as plus de dépanneurs sur place, quand ton plein d'essence, tu es obligé de le faire à 30 km, quand tu es obligé d'acheter ton pain, ton lait à 30 km aussi, il commence à coûter pas mal cher. Alors au départ, même si on le fait pour les entreprises locales, en fait, on le fait pour nous, pour garder une certaine qualité de vie. Comment on s'implique? De toute façon, c'est simple, comme je dis, c'est à partir de tout le monde. Donc nous, au niveau entreprise, donc on a parlé de la base d'éco-aventure, on a parlé du parc, où on a beaucoup de construction dedans, en fait, on fait tout sur place. C'est-à-dire que ces entrepreneurs, c'est des entrepreneurs locaux, et s'ils viennent d'ailleurs, quand ce n'est pas nous qui construisons, on leur demande de venir chercher les matériaux au village. On reçoit beaucoup de personnes avec qui on fait des repas, on fait des raids. En fait, la majorité de nos achats se font à l'épicerie du village. Si on ne trouve pas, parce qu'on ne peut pas tout trouver sur place, à ce moment-là, on va aller à proximité, que ce soit Normandin, que ce soit Dolbeau, avant d'aller dans les grands centres. Donc là, c'est comme ça qu'on peut participer à l'achat, au développement local, plus que l'achat local. On est le plus petit parc de loups au Québec. On est aussi le plus grand, étant donné qu'on est le seul. Donc du coup, pourquoi venir chez nous? Parce que de toute façon, il n'y a aucun autre endroit au Québec et la plupart du temps dans le monde où on pourra trouver, si on parle du parc animalier, ce qu'on va trouver ici. Au niveau des activités d'aventure, que ce soit chez nous ou d'entreprises similaires du nord du lac, c'est parce qu'en fait, on partage les territoires avec peu de monde. C'est la grosse particularité du lac Saint-Jean. Si on va faire une descente de la rivière Mistassini, de la Mistassini d'un nord-est ou nord-ouest, par rapport à des rivières au nord de Montréal ou au nord de Québec, on partage avec personne, on a un grand territoire. Donc non seulement il y a l'activité avec beaucoup d'intérêt, mais en plus, comme on est avec peu de monde tout autour, ça rajoute beaucoup au niveau de l'activité. Donc, j'ai plus de mal à dire pourquoi nous, enfin au niveau aventurel, mais en fait c'est au niveau de la région qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on parle par exemple du parc des Grandes Rivières, en lui-même il a des particularités. Il y a d'autres parcs au Québec qui sont aussi superbes, sauf que le parc des Grandes Rivières, en plus sans parler du style de paysage, tu partages avec pas beaucoup de monde, et ça c'est pour moi une valeur ajoutée très importante.
Ben, ça fait quand même 30 ans qu'on existe. On fait presque plus de publicité. La plupart des personnes, ou c'est le bouche à oreille, ou c'est par le site internet. Parce qu'en fait, on reçoit peu de monde à la fois. Et par exemple, je répondais à quelqu'un tout à l'heure, on ne fait pas de site transactionnel où les gens peuvent acheter directement. Parce qu'en fait, on veut que les personnes communiquent avec nous. Que ce soit par téléphone, même si c'est difficile parce qu'on est souvent à l'extérieur, mais au moins par courriel, pour pouvoir expliquer ce que c'est ce qu'on fait. Donc du coup, la meilleure manière de nous communiquer, c'est par le site internet. On a essayé de faire un site qui corresponde à ce qu'on propose. Par exemple, une page Facebook qui nous permet, parce que c'est beaucoup plus facile techniquement, de rajouter des photos, rajouter des petits films. Il y a beaucoup de personnes écrivent par Facebook, mais on ne répond pas par Facebook. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps là. Puis on peut pas. Autant c'est facile de mettre des images, et c'est un bel outil, autant au niveau messagerie, c'est plus compliqué que par courriel. Donc on préfère que les personnes nous contactent par courriel. Bonjour, mon nom est Doris Villeneuve. Je suis à la coopérative de solidarité du Lac-Adjim. Comme service, on a un restaurant-bar, OK? On a l'hébergement également en location et on a location d'un camping. Aussi, on a 60 emplacements de terrain de camping, dont 11 emplacements qu'on peut placer des tentes. Et cette année, on a 14 saisonniers. On a doublé notre capacité en saisonniers cette année à cause du COVID, probablement. Et puis, il nous reste aussi 35 emplacements pour les voyageurs. Et on a également 12 emplacements pour l'hébergement. On a 6 cabines de chalet des occupations doubles, qu'on loge 2 personnes. On a 2 chalets condos qui ont une capacité de 6 personnes. On a un chalet qui a une capacité de 3 personnes, ainsi que 3 motels, qu'il y en a 2 qui ont des capacités de 3 personnes et un autre qu'on peut loger jusqu'à 5 personnes. Fait que on a de la place pour héberger notre monde. C'est toujours plaisant. Puis on a un nouveau bloc sanitaire également et on a également un nouveau mini-pod. Et puis le camping, bien, on aménage également cette année. On veut réaménager. On avait des jeux de pétanque, après ça, le volleyball, OK, pour encore faire venir nos saisonniers puis nos gens qui viennent au camping, qui puissent s'amuser. Puis, ils savent qu'on a un beau lac également. Le camping, avec un lac merveilleux comme on a, de 9 km de long, c'est merveilleux. C'est rare les terrains de camping avec un lac comme on a, parce que c'est navigable et il est pêchable également. Le sport de la pêche, on peut pratiquer le doré, la monaniche et la pêche au brochet également. On a des chaloupes avec des moteurs qui peuvent louer. On a un débarcadère à l'eau pour les bateaux. Fait que c'est merveilleux. Le Lac-Adjim, là, il est vraiment distinctif pour nous autres. Et on a des forfaits motoneige qu'on va avoir à l'hiver, forfait quad pour cet été et à l'automne également. C'est toujours plaisant. C'est le forfait, tu as l'hébergement qui est inclus avec le repas du soir et le souper du soir avec le déjeuner du lendemain. Fait qu'à un prix très compétitif. Alors, c'est vraiment plaisant de venir au Lac-Adjim, soit en quad, soit en motoneige. Et on a tout ce qu'il faut. Pour nous, l'achat local, c'est important aussi. On l'utilise beaucoup dans la MRC, là, nous, comme chez GA Normandin, au niveau des achats, nos viandes sont achetées chez Salaison-Besson en majorité et que les produits sanitaires chez Sanidane. OK? Et on a Philippe Simard, Coke. Fait qu'on a, autant que possible, on essaie d'acheter local. Fait qu'au plus qu'ils entendent parler de nous, bien, on se dit, ils peuvent venir également chez nous. On a notre site Internet, OK, au Lac-Adjim. On est également sur Facebook. Et le numéro de téléphone, 418-274-6033. Et on est ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h, l'accueil. Et le dimanche de 9h à 16h également pour l'accueil, la restauration. Et s'il y a des urgences aussi, il y a un numéro de téléphone à rejoindre aussi quelqu'un d'autre, le 418-274-3458. C'est moi-même, Doris Villeneuve. Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours.
Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ah, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver. C'est possible. J'en doute. Tu sais très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais Le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif. Ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister. Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal, c'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi, MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file. Il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective. Bonjour, mon nom c'est Dominique Genet, je suis directeur général de la chocolaterie des Pères Trappistes. On est situé à Dolbeau-Mistassini. On est présentement devant l'usine et la boutique. La chocolaterie existe depuis plus de 80 ans, donc a été créée par les pères puis les gens de la communauté en 1939. Donc, les services qu'on offre à la chocolaterie, bien entendu, au départ, on est une usine de fabrication. Donc, on fabrique, on vend et on livre directement nos produits partout au Québec, donc dans plus de 1000 points de vente. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est le tourisme, qui est une plus petite partie de notre chiffre d'affaires, mais c'est un aspect qui est vraiment important pour nous parce que ça nous permet de nous impliquer dans le milieu. Puis, les touristes qui viennent ici de partout au Québec deviennent des clients très, très fidèles quand ils ont été servis par Père Augustin à la boutique, par exemple, qui retrouvent nos produits là, partout près de chez eux. Ça fait des clients qui sont fidèles. Puis ça nous aide en même temps à... On appuie toutes nos stratégies de marketing. Quand les gens viennent ici, ils ont vu le monastère, ils ont rencontré Père Augustin, puis les gens à la boutique, ils voient qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'image, que c'est vrai, que c'est authentique. Donc, pour nous, le tourisme, ça représente, oui, des ventes, surtout l'été, mais vraiment un appui marketing, puis un appui au milieu là, en étant un incontournable, je dirais, depuis quelques années au niveau du tourisme. Les produits qui sont fabriqués à la chocolaterie, on a 3 catégories de produits. La première catégorie, je vais commencer avec la collection régulière, c'est disponible à l'année.
Donc, c'est ce qui fait travailler nos gens 12 mois par année. Là, on parle des guimauves enrobés de chocolat, des canneberges, des rosettes, la noix de coco, les fondants et tout ça. Donc, une vingtaine de produits partout au Québec. Deuxième catégorie, le chocolat de Pâques, qui est la moitié de nos ventes. Une vingtaine de figurines différentes, là, de la petite poule de 25 grammes au grand chocolat de 1600 grammes. Ça, on commence à produire début octobre jusqu'à la fin février. Donc, à peu près 6 mois de production pour la moitié de nos ventes, comme je disais tout à l'heure. La troisième catégorie, c'est les bleuets enrobés de chocolat noir, donc 25 de nos ventes. C'est entre 100 et 150 000 boîtes là, qui sont fabriquées en l'espace de 6 semaines, fait avec des bleuets frais, cueillis à la main. Donc, beaucoup de travail en peu de temps, avec un rythme là, qui est vraiment incroyable, en même temps que le tourisme. Si je peux vous parler de l'équipe, les gens qui travaillent à la chocolaterie, il y a souvent des gens qui pensent que c'est saisonnier ou qu'il y a peu de gens qui travaillent ici, mais ça va jusqu'à 50 personnes là, dans la période de pointe de Pâques, là, quand on est sur 3/4 de travail. Donc, ça fait beaucoup de gens qui vivent de la chocolaterie dans notre milieu. En administration, je dirais qu'on est de 15 à 20. Puis ensuite de ça, le reste des gens sont surtout au niveau de la production, de l'entrepôt, la livraison, le contrôle qualité et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de monde là, dans notre petit milieu. C'est un apport intéressant là, dans une région qui est mono-industrielle. D'avoir des entreprises comme ça qui vivent de d'autres choses puis qui font travailler plus d'une 50aine de personnes, c'est quelque chose de bien. Pour fabriquer les bleuets enrobés de chocolat noir pendant l'été, on s'approvisionne à plusieurs endroits. Bien entendu, c'est au Lac-Saint-Jean. Je dirais Saint-Méthode, Saint-Thomas, Normandin, dans la Friche, Dolbeau-Mistassini, un peu autour ici. Donc ça nous permet, s'il pleut à un endroit, peut-être qu'il ne pleuvra pas à Saint-Thomas s'il pleut à Saint-Méthode. Donc ça nous assure un approvisionnement qui est constant pendant la période de bleuets. Donc c'est cueilli à la main, c'est entre, si je ne me trompe pas, 25 et 30 000 livres de bleuets par année. C'est peu comparé aux millions de livres, mais ramasser à la main, là, ça commence à en faire pas mal. Donc, au niveau éco-responsabilité, nos principales actions dans les dernières années se sont situées au niveau des emballages. D'ailleurs, lors du gala des prix Gaïa en 2019, on a gagné un prix qui était relatif à ça. 5 boîtes où on a réduit de 28 là, le carton utilisé. Toutes nos boîtes sont en carton recyclé. Mais celle-là, donc 5 boîtes, 28 de moins. Pour la boîte des bleuets enrobés de chocolat, c'est 40 de moins de carton qui est utilisé. Donc, c'est principalement à ce niveau-là qu'on agit là, au niveau de l'éco-responsabilité. Bon, pourquoi acheter local? Je pense qu'au départ, il faut comme s'aider dans la vie. Donc, si tout le monde achète local, tout le monde crée de l'emploi dans son milieu. Puis si tu crées de l'emploi dans ton milieu, tu peux avoir du travail puis dépenser tes sous. Donc, c'est circulaire. Je pense que si, dans un milieu comme le nôtre, là, qui est éloigné, si on ne s'aide pas, à un moment donné, là, les choix de services, de produits qui vont être offerts vont être de moins en moins grands. Puis là, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Donc, ici, on crée une 50aine d'emplois. Si les gens achètent notre chocolat ici, ça nous aide. Puis ça nous aide à en vendre ailleurs aussi, à être présent un peu partout. Donc, on ramène de l'économie ici. Acheter local, je vous dirais même qu'au niveau éco-responsabilité, plus on achète près de la source d'approvisionnement, mieux c'est. Puis il y a tellement, on le voit là, avec la tendance achat local ou en tout cas achat au Québec ou produits fabriqués au Québec, il y a tellement de bonnes initiatives, de bons produits. Puis, je ne sais pas, les gens, on dirait que les entrepreneurs d'ici qui créent des produits ont on est proche, on se connaît, tout le monde se connaît. Donc, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses des produits de qualité. Donc, je pense qu'on ne se trompe pas quand on achète local. Puis, c'est vraiment de s'aider. Achat local, si on pense au tourisme, à la boutique, c'est clair qu'on achète là ou que les gens ici peuvent acheter des produits qui sont fabriqués dans la région, entre autres Délices du Lac-Saint-Jean, Laurier des Bois, Tapeau ton fruit, Miel Picard, des produits comme ça. Donc, on fait la promotion, outre les nôtres, de fabricants du coin. Ensuite de ça, aussitôt que c'est possible au niveau de la chocolaterie, de la production, les services, de l'impression, par exemple, on achète toujours local le plus possible. Aussi, au niveau touristique, on est fiers d'être en quelque sorte un espèce de bureau d'information touristique aussi en faisant la promotion d'autres attraits. Donc, quand les touristes viennent ici,
Tous les proposés à la clientèle, là, à l'information touristique, sont au courant de ce qui se passe autour. Puis si les touristes ont des questions, on est capable de référer les gens, puis de s'assurer que les touristes restent ici le plus longtemps possible. Donc, on est vraiment fiers de faire cette part-là au niveau du tourisme. Donc, pourquoi acheter local? Pourquoi acheter les chocolats de la chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini? Bien, je vais répondre personnellement, parce que je suis un consommateur aussi. Ce que j'aime faire quand j'achète des produits, c'est de voir d'où l'entreprise vient, c'est quoi son histoire, comment elle traite ses employés. Oui, est-ce que les produits sont de qualité, quel prix ils sont et tout ça, mais c'est une espèce de mélange d'informations qui me permet de faire un choix local. Donc, pour ce qui est de la chocolaterie, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 80 ans. Elle est dans un monde où plusieurs entreprises utilisent le mot « authentique ». Je pense que nous, on a le droit vraiment de l'utiliser. En arrière de nous, on voit le monastère des Pères Trappistes. Donc, c'est aussi des produits de qualité qui sont confectionnés dans un environnement où on prend soin des gens. Je pense que tous ces critères-là, qui peuvent être différents pour chacun, moi je vous explique les miens, bien c'est ce qui fait que je pense que l'achat local amène des retombées qui sont autant économiques que sociales dans les milieux où ils sont fabriqués. Donc ici, c'est une 50aine de travailleurs qui travaillent à l'année presque. C'est des produits de qualité puis à un prix qui est abordable. Donc, les pères n'ont jamais voulu qu'on offre des produits très, très haut de gamme qui sont trop chers. Le but, c'est que les gens puissent avoir accès à nos produits. Pour nous contacter, le meilleur moyen, c'est soit le site Internet ou la page Facebook. Donc, le site Internet, c'est www.chocolateriedespères.com. Pour la page Facebook, vous recherchez la Chocolaterie des Pères. La Chocolaterie des Pères. Toutes les heures d'ouverture, les produits, les points de vente, tout ça est disponible très facilement sur ces plateformes.